IDFM 98 de la Bande FM, on démarre vraiment tout de suite parce qu'on a beaucoup de choses à dire et 1 heure c'est très très court. On va parler de Bucégy avec Daniel Hoffnung qu'on a déjà rencontré sur cette antenne le 3 décembre 2016 exactement avec Christelle Seval à l'époque. C'est une émission que vous pouvez revoir sur ma chaîne YouTube Découverte au Bucégy, donc avec Christelle Seval. On va l'accueillir tout de suite, Daniel Hoffnung. Merci d'être avec moi dans les studios. Bonsoir, merci bien de m'avoir invité. Alors, je vous ai posé la question, comment se fait-il plutôt que vous êtes le préfacier de tous ces livres sur le Bucégy ? Alors tout simplement parce que ces livres, avant qu'ils soient publiés en français, je les ai tous lus en anglais. En anglais puisqu'ils ont été édités aux États-Unis. Et j'ai eu connaissance de ces livres au cours d'un voyage en Bosnie-Herzégovine sur un chantier de restauration d'une pyramide de Bosnie. Voilà. Et c'est une personne présente là, qui était une Espagnole, avec qui j'ai discuté en anglais à l'époque, qui revenait d'un voyage en Roumanie avec Peter Moon, qui est l'éditeur roumain, des éditions Sky Books. Et ces éditions avaient édité la série de 4 livres à l'époque de Raducin Amar autour du Bucégy. Alors, à propos de l'auteur, ce fameux Raducin Amar, dans le premier ouvrage Découverte au Bucégy, l'auteur Raducin Amar a recueilli le témoignage d'un membre éminent du département 0. Daniel va nous parler un peu de ce département 0 et a pu consacrer de visu une part de ses affirmations incroyables qui touchent à l'histoire de l'humanité et à son futur. Les livres de Raducin Amar offrent un vaste champ d'analyse et de pensée et nous conduisent sur le chemin de l'évolution. C'est un travail difficile qui soulève beaucoup de questions sur la vie, en fournissant des explications et des solutions aux dilemmes que beaucoup d'entre nous connaissons. Nous sommes convaincus que le lecteur saura entrevoir et comprendre la puissance de l'information contenue dans ces volumes. Le premier, on peut peut-être le résumer un peu, Découverte au Bucégy. Alors, Découverte au Bucégy, c'est en fait la découverte par un satellite d'observation américain d'une énorme cavité souterraine sous une montagne roumaine. Alors, montagne roumaine, qui est une montagne connue, c'est une zone, on va dire relativement au nord, 120 km à peu près au nord de la capitale Bucarest, avec des pistes de ski, avec du tourisme, avec l'ancienne maison de vacances des rois de Roumanie, à Sinaia, qui est un ancien palais qui est très connu, qui est très visité. Et donc là, on a une zone où pas mal de gens viennent l'été, viennent l'hiver pour le ski. C'est pas une zone, c'est une zone connue. Une zone connue. Il y a 2 téléphériques qui montent au-dessus du Bucégy. Bucégy, les Roumains disent. Et donc, on peut y aller, l'accéder aussi bien à partir de la vallée que de la ville, quoi. Ça, c'est le Bucégy. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que le département 0, qui est un secteur Alors, de l'ombre des services secrets roumains ? Alors, c'est un morceau des services secrets qui s'occupait de tout ce qui était, on va dire, paranormal ou inexplicable, ou toutes ces choses-là. Et en fait, c'est quelque chose qui existait à l'époque de Ceausescu, puisque la création de ce département, c'est sous Ceausescu, sous la dictature. Et il y avait déjà une recherche d'enfants ayant des capacités psychiques particulières pour les entraîner, tout simplement. C'est-à-dire, ils étaient retirés à leur famille. C'est ce qui arrive, en fait, à César Brad. C'est décrit au début du livre Découverte au Bucégy. Et il est retiré à sa famille, il est entraîné parce qu'on a remarqué qu'il avait des capacités particulières.
D'accord, donc dans ce département 0, il est dit que depuis qu'un satellite US de reconnaissance a repéré en 2002 une mystérieuse cavité sous le mont Bucegi en Transylvanie, le Pentagone, des hauts responsables de la franc-maçonnerie et le département 0 sont en effervescence avec l'aide d'un spécialiste roumain doué des facultés paranormales, c'est le fameux César là. Voilà. Ils vont aller un peu explorer ce qui se passe en dessous. Ça, c'est le premier tome. C'est le premier tome, et surtout, ils arrivent, c'est la fin du premier tome, ils arrivent dans une grande salle souterraine, d'où partent 3 tunnels, et dans cette grande salle souterraine, il y a du matériel euh, hyper, je ne sais pas si on peut l'appeler technologique, mais hyper avancé, qui permet soit de faire apparaître au-dessus de tables, pas conçues pour nous, mais conçues pour des géants, conçues pour des personnes mesurant à peu près le double de notre taille, enfin 3 mètres et quelques, on va dire, des possibilités de faire apparaître des hologrammes sur des tas de choses différentes, la constitution du corps, la constitution des cellules, sur l'histoire de l'humanité et bien d'autres choses, sur les êtres vivants sur les autres planètes. Tout ça, ça apparaît sur des tables en pierre qui sont sur cette salle. Si vous voulez en savoir plus, réécoutez l'émission du 3 décembre 2016, uniquement consacrée sur ce premier livre. C'était donc Découverte au Bucegi sur YouTube avec Daniel Hoffnung. Alors, le deuxième livre, qui est Le mystère égyptien, lui, c'est un peu plus complexe. Il est question du Christ dedans. Oui, alors il est question du Christ après un long passage, en fait, puisque on va explorer il y a 3 tunnels qui sont dans cette grande cavité, qui partent de la grande cavité, la grande salle hémisphérique, et ils prennent le tunnel de gauche, qui est un tunnel qui va en Égypte. Donc on se retrouve jusqu'en Égypte par un tunnel où on se rend par un véhicule qui avait été préparé par les services secrets américains. C'est complètement anticipation science-fiction. Oui, c'est pareil. Voilà. Parce que c'est pas à côté l'Égypte quand même. C'est pas à côté, mais on y va par un souterrain. Un souterrain, on va dire, relativement droit. C'est tout droit. Alors, le premier, il savait pas au départ où ça les menait. Si, il savait. Alors, je ne sais pas comment il savait, mais il savait que ça allait vers l'Égypte. C'est la bonne question. Le deuxième, il va où ? Alors, le deuxième, il va dans l'intraterre, à l'intérieur de la Terre. Donc ça, c'est le sujet du livre qui est publié en dernier, à l'intérieur de la Terre, le second tunnel du Bucegi. Et le troisième, au Tibet ? Alors, le troisième, c'est plus compliqué que ça, parce qu'on n'a pas pris, l'éditeur français n'a pas pris l'ordre des livres publiés aux USA. Puisque aux USA, après Découverte au Bucegi, après le premier tome, il y a un livre qui s'appelle, en roumain, qui s'appelle 12 jours, itinéraire secret à la Terre des Dieux, et qui a été traduit en anglais par Transylvanian Moonrise, oui. Ce qui n'a rien à voir, mais bon. Et ce livre-là, a priori, devrait sortir, je dirais, à peu près dans 2 mois. Oui, alors 12 jours, initiation à la Terre sacrée des dieux dans 2 mois. Celui-ci, il s'incorporait avant le mystère égyptien. C'était avant, c'est juste avant. Et donc celui-là, vous l'avez lu en anglais ? Moi, j'ai tout lu en anglais. Enfin, j'ai lu en anglais les 4 publiés. Jusqu'à présent ? Non, maintenant, il y en a un 5e qui est publié en anglais. C'est un livre qui est Genèse oubliée, en roumain. C'est-à-dire sur les origines inconnues de l'humanité, en particulier, on doit y parler de Troie, on doit y parler des Atlantes, on doit y parler de la Mésopotamie et de Shambhala, c'est-à-dire Shambhala qui est dans la terre intérieure. Alors, dans le mystère égyptien, il y a un passage qui vous plaît bien, c'est les souvenirs précieux de la page 79. Oui, parce que en fait, ça a trait. Alors, ils ne sont pas encore rentrés dans le second tunnel, c'est la préparation, et ils sont sur une table qui est pas loin de l'entrée des tunnels, qui révèle des portions de l'histoire de l'humanité. Et il y a une vue de cette histoire qui était une vue d'un peuple très pacifique, d'anciens bergers, d'il y a 8-10 000 ans, en Roumanie,
Et c'est une vision relativement idyllique d'une population qui passait beaucoup de temps à la méditation. La pensée avait une place très forte, et la spiritualité, et ils vivaient dans l'harmonie. Et elle a disparu. Et ça a disparu. Alors, je me suis intéressé aux recherches sur les anciennes populations roumaines, et il y a des éléments, alors il faudra que je vérifie tout ça, sur des civilisations anciennes, la civilisation de Cucuteni, il y a des choses comme ça en Roumanie, civilisation de 8000 ans, et dans le musée d'histoire de la Roumanie de Bucarest, on voit un certain nombre d'objets en or, par exemple, mais qui datent de 4-5 000 ans. 4-5 000 ans, mais j'ai vu des choses similaires en Bulgarie. C'est-à-dire, chez les Thraces, plutôt Bulgarie, et chez les Daces, plutôt Roumanie, on a des traces d'anciennes civilisations, y compris d'anciennes proto-écritures, des deux côtés, qui datent de ces périodes, c'est-à-dire de à peu près 5000 ans. C'est-à-dire, on est avant la Mésopotamie, ce qui est quelque chose de très intéressant. Alors, est-ce qu'on a des réponses au fait de pourquoi ces civilisations se sont éteintes ? On sait qu'ils ont été victimes de l'invasion romaine, évidemment, au tout début de notre ère, de l'ère chrétienne, puisque c'est 2e, 3e siècle. Après, il y a eu des invasions entre la période de moins 8000, moins 10 000 ans et les périodes anciennes, enfin plus récentes. On a toute une série d'invasions qu'on appellerait barbares dans le langage courant, enfin d'autres populations qui viennent petit à petit anéantir ces civilisations pacifiques et spirituelles, quoi. Voilà. C'est vrai que c'est plus facile d'attaquer. Mais enfin, on peut trouver des choses sur des histoires de la Roumanie, quoi. Alors ça, c'est les 2 premiers. Hein. Oui. Donc, le Christ, vous m'avez parlé du Christ. Oui, du Christ. Alors, du Christ, ce qui est intéressant dans le tunnel en Égypte, c'est sous le plateau de Gizeh, en fait. Ils sont dans une salle sous le plateau de Gizeh. Parce que le tunnel, il arrive directement sous le plateau de Gizeh. Voilà, il se termine là, dans une salle sous le plateau de Gizeh. Et dans cette pièce, il y a à la fois une bibliothèque, alors une bibliothèque pas de livres, mais une bibliothèque de plaques où sont consignées toute une série de données importantes. C'est comme une bibliothèque, mais il faut pouvoir les lire. Et alors les Américains, semble-t-il, y arrivent. Parce qu'eux, ils sont là avant tout le monde. Non, c'est pas ça. Tout a été, comme la découverte a été conjointe, et les Roumains y ont beaucoup tenu, Américains, Roumains. Les Roumains sont toujours là, partout. Les Américains ne sont jamais seuls. Il y a toujours des gens du département 0 qui sont là. Toute expédition décidée, c'est en commun. Donc ils sont arrivés, et les Roumains peuvent y aller tout seuls. Ils sont arrivés sous la pyramide, là où on sait depuis je ne sais pas combien de temps, bien avant 2002, qu'il y a quelque chose qui est caché, mais on ne pouvait pas l'atteindre. Eux, ils arrivent par en dessous, il y a un tunnel qui arrive pile dedans. Voilà. Et ils arrivent à déchiffrer, c'est pas des tablettes. Les Américains auraient trouvé moyen de les déchiffrer, ce qui fait qu'ils en emportent un petit paquet, ils en prennent connaissance chez eux, après ils les ramènent et ils en reprennent d'autres. En repassant par le tunnel. En repassant par le tunnel. Et ils n'ont pas trouvé un système pour... semble-t-il, non. Non, parce que quand même, je vous posais la question de savoir, vous êtes allé là-bas 3 fois. Oui, mais certainement pas dans ces lieux qui sont strictement inaccessibles. Inaccessible. Alors c'est très décrit précisément dans la préface de Raducinavar du dernier livre, À l'intérieur de la Terre. Il y a une dizaine de pages qui sont vraiment consacrées à expliquer comment ça se passe actuellement pour l'accès au Bousedji, à la salle souterraine, comment ils ont été jusqu'à faire une salle destinée aux chercheurs à côté de la salle souterraine, qui permet d'avoir un certain nombre d'éléments du dedans sans les avoir directement, pour pouvoir consulter des données. Et donc il y a quand même une entrée. Bien sûr, il y a une entrée. Mais comment les admissions à ces lieux, c'est-à-dire soit aux lieux à côté pour accéder à certains documents et encore plus aux lieux à l'intérieur, sont strictement réglementées et c'est des autorisations délivrées au compte-gouttes.
Mais est-ce que vous avez l'idée de... C'est ce qui est marqué. Moi, Oui, j'ai mais est-ce que jamais vous été voir. avez... Voilà, est-ce que vous avez... C'est comme la zone 51, elle est délimitée. On voit bien qu'on ne peut pas passer, il y a des grillages, etc. Mais est-ce que c'est un peu comme la zone 51, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de grillages autour de la montagne? Comment ça se passe? Je ne sais pas ce qu'il y a. À une époque, j'avais discuté avec un jeune Américain qui avait envie d'aller là-bas, et j'ai eu des nouvelles après. Il a essayé de sillonner tous les chemins du coin. Il n'a rien trouvé. Et non, c'est pas ça. Sur un chemin à un moment, donc ils étaient deux, hein, ils étaient deux Américains. Sur un chemin à un moment, ils ont vu des gardes et qui leur ont bien signifié qu'il fallait qu'ils rebroussent chemin et que c'était interdit. Oui, mais enfin, si c'est Après, juste de petits gardes sur un chemin de campagne, je pense c'est pas un que chemin de campagne, c'est des chemins de montagne. Hein. c'est des chemins de montagne. Oui, Alors ça. moi, j'ai été dans ces lieux, pas loin, si vous voulez. C'est des lieux où il y a beaucoup de randonneurs. Il ne faut pas se faire d'illusions. C'est Bah, c'est une bien pour montagne ça que touristique. c'est un lieu touristique et en même temps, c'est un lieu qui doit attirer tous les passionnés d'ufologie. Et voilà, c'est ça qui m'étonne. C'est que si c'est que limité à des gardes qui sont sur un chemin de montagne. A priori, on n'accepte pas. Oui, puis vous m'aviez dit aussi que le fameux César, il passe par des portails qui sont... Alors, oui, dans les livres, dans le livre qui paraîtra en français dans 2 mois, j'espère, donc 12 jours d'initiation, il passe effectivement par un portail à partir d'une montagne roumaine, d'un chemin dans une montagne roumaine, et ils sont transférés en quelque sorte dans une autre réalité qui est un chemin au Tibet, un chemin rocailleux, et qui les mène à une grotte où ils rencontrent une déesse bleue. Une déesse, alors là, dans la mythologie indienne, vous avez des personnages bleus. C'est lesquels? C'est laquelle? La Je bleue. pense Shiva. Je sais pas. Shiva, c'est pas une femme, c'est un homme. Oui, alors je ne sais plus très bien, mais il y a des déesses bleues. J'en ai Oui, quelques-unes sur mon ordi. Voilà. Je la vois Ouais. dans mes yeux, mais Oui. c'est pas ça que je pensais, c'est qu'il y a des choses magnétiques qui font que... Non, ça, c'est les protections du Buseji, c'est effectivement, il y a une barrière magnétique. Il y a une barrière magnétique, une barrière énergétique qui fait qu'on ne pouvait pas rentrer sauf si on lève la barrière. Ce que fait Raduchinama. Ce que fait César Brad. C'est une barrière mentale. C'est une barrière bien matérielle quand même, puisqu'il y a 2 soldats roumains qui essayent de s'approcher et qui sont tués. Quoi. Ah, ils sont morts. Ils sont morts. Oui, ça fait Ce qui peur. était arrivé aux Américains dans un lieu similaire en Irak. Lieu similaire vers lequel va sans doute le 3e tunnel, qui est l'objet du livre qui est paru il y a maintenant 2 jours, Roumanie. Donc c'est pas le Tibet. C'est le Tibet. Non, c'est un livre où le 3e tunnel a des tunnels secondaires. L'un va vers le Tibet, l'autre va vers l'Irak, ce lieu-là, et le 3e en Mongolie. La Terre est un gruyère. C'est un gruyère. Bon, on va laisser réfléchir nos auditeurs et puis après on partira sur l'intérieur de la Terre, hein, puisque c'est le 3e livre. Et on va faire juste un petit souffle musical de rien du tout. Et on se retrouve tout de suite après. Deuxième partie de cet Au-delà du miroir, les vacanciers qui partent au sport d'hiver. Peut-être Buseji, hein, n'est-ce pas, Daniel Hoffnung, sur l'antenne d'IDFM. On a vu les 2 premiers livres en première partie d'émission. Vraiment, on a survolé. Et là, on est parti sur le suivant, donc, qui parle d'à l'intérieur de la Terre. Donc un tunnel, un seul là qui descendrait et on ne sait pas où. Non, un seul qui se divise en 2 en fait. Un seul qui se divise en 2. Et ce qui est très intéressant, c'est que en fait, les entrées par lesquelles il pénètre à la fin du livre sont même pas celles-là. Ils y vont par l'intermédiaire de chamans à différents endroits d'Amérique, du Nord et du Sud. Et c'est par des chamans, par des portails ouverts par des chamans, qu'ils rentrent quasi instantanément vers l'intérieur de la Terre.
Donc on a plusieurs voies d'accès. Une voie d'accès, on va dire, matérielle, bien qu'elle soit matérielle dans des espaces où on a un taux vibratoire plus grand que le nôtre, puisque ça c'est un des points très importants du livre. C'est le niveau vibratoire qui est plus élevé. Et l'autre aspect, c'est que on n'y va pas forcément par des trajets matériels. Alors, cette théorie de la Terre creuse, vous y croiriez finalement? Oui, alors j'ai eu du mal. J'ai eu beaucoup de mal. Et parce que bon, j'ai une formation scientifique quand même. Et j'ai, comme tout le monde, appris le noyau de nickel-fer, etc. Enfin, bon, ce qu'on connaît habituellement. Les volcans qui font... Oui, enfin, bon, voilà. Et le livre démonte un peu tout ça dans sa première partie. On va dire qu'il y a une moitié du livre qui est consacrée à répondre aux questions de ceux qui se disent mais la théorie scientifique nous dit pas que c'est une terre creuse, quoi. Et elle nous dit que si on descendait plus profond, on trouverait enfin, ce qui est décrit dans la théorie, quoi. Et le livre dit que ça pourrait ne pas être comme ça. Et d'abord parce qu'il y a des grandes cavités souterraines. Ça, c'est possible. Alors, les grandes cavités souterraines, alors qui ne sont pas connues, celles-là, parce qu'elles sont beaucoup plus grandes que ce qui est connu. Nous, on visite des grottes. Moi, j'en ai visité un certain nombre en Roumanie, de très belles. De très belles. Et on connaît en Roumanie, j'ai visité aussi des mines de sel, qui sont des endroits extrêmement grands, puisque je me rappelle d'une mine de sel où un immeuble de 50 mètres de haut pourrait rentrer. Je ne sais pas si vous imaginez, 50 mètres de haut. Donc elle doit faire 5 mètres de haut. Donc quelque chose d'espace où on a vraiment de la place. Mais ce dont il parle, c'est quelque chose qui est encore le niveau d'au-dessus. C'est-à-dire que là, on a des espaces qui sont de plusieurs kilomètres de large et de plusieurs kilomètres, voire centaines de kilomètres de long. Mais alors, comment ça peut exister ? Donc, j'ai posé la question lors d'une rencontre avec elle, Tamarinda Maassen, qui est une représentante de l'Intraterre, qui vit beaucoup en Roumanie, mais vit aussi dans l'Intraterre. Elle fait des allers-retours. Et à la question d'où viennent ces cavités, sa réponse a été c'est des zones où du magma a été expulsé par des pressions importantes de gaz volcanique et le vide est resté. Le vide est resté, s'est refroidi petit à petit. Et il y a une zone que j'ai été voir la dernière fois où nous étions en Roumanie, qui est une zone où il y a de remarquables orgues basaltiques. C'est la région proche de Rosia Montana, qui est une région où il y a des mines d'or qui sont très connues en Roumanie et on peut d'ailleurs visiter la mine d'or de l'époque romaine, qui se visite encore. Et près de cette région, il y a d'énormes orgues basaltiques. Et le basalte, c'est quoi si ce n'est de la lave volcanique refroidie ? Mais qui sont énormes. Mais il faut savoir que si on a ça dehors, eh ben on a le même volume ou plus grand dedans, et c'est ces cavités. Alors, le département 0 s'occupe des zones 0, finalement. On pourrait dire que c'est des zones 0, mais je pensais, est-ce que ce Bucégie, là, cette montagne Bucégie, finalement, ça serait pas une immense grotte, là, où on peut pas rentrer Non, en fait, ce qui est donné dans les livres, moi, c'est des choses invérifiables, puisque je vous l'ai déjà dit, on peut pas accéder. On peut pas accéder. On est obligé de croire sur parole ce qu'ils nous disent. Bon. Oui. Voilà. Alors, la salle hémisphérique ferait une centaine de mètres de diamètre et une trentaine de mètres de haut. Voilà. Une coupole, si vous voulez, une coupole gigantesque. Oui, ça c'est dans le premier livre. Voilà, c'est dans le premier livre. C'est dans le premier livre. Mais après, les espaces sous terre sont bien plus grands. Oui, parce qu'il y a des ascenseurs, si je me souviens voilà, bien. Il y a un ascenseur qui part de la zone de rencontre au-dessus de Tomassis. Tomassis, qui est une ville sous l'ancienne Tomis. Tomis, c'est Constanța en roumain,
qui est le grand port sur la mer Noire, où on a été, où vous avez un très bon musée, d'ailleurs, un très bon musée historique à Constanța. Et l'ancienne ville romaine s'appelait Tomis, et d'ailleurs, il y a une avenue de Tomis à Constanța, avec des ruines romaines au bout. Donc tout ça, c'est l'époque romaine est encore très présente. Et c'est dessous qu'on aurait Tomasis, qui est la ville dans la cavité souterraine, beaucoup plus profonde, mais bordée par une petite mer intérieure. Encore une petite mer. Alors, est-ce que dans le film L'autre terre des dieux, qui est paru fin 2016 ou 2017, il parle de tout ça? Alors, j'ai vu ce film, mais j'avoue que je ne l'ai pas regardé à nouveau avant. Non, je ne pense pas qu'il parle de tout ça. Il parle d'un certain nombre de lieux, mais ils ne vont pas chercher ce que dit Raducínamar. Donc, celui qui a fait ce film, Demian, c'est ça? Demian, oui. Demian, il propose des voyages touristiques Oui. en Transylvanie. Oui, je sais. En Roumanie. Je n'ai pas participé, mais j'ai déjà vu ces itinéraires qui paraissent effectivement intéressants. Intéressant. Il vous dit pas forcément que vous allez rentrer dans le BCJ. Ah, il peut pas. Il peut pas. Voilà. Bon, donc on va rester sur l'autre terre, sur à l'intérieur de la Terre, là. Le second tunnel du BCJ. Oui. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur celui-là, alors? Se termine par la cité mythique de Shambhala. Qu'est-ce que vient faire Shambhala? Parce que Shambhala, c'est pareil, c'est un mythe quelque part. Oui, c'est un mythe, bien sûr. Alors après, mythe, beaucoup de mythes correspondent à une réalité. Il y a des mythes sur des géants. Il y a David et Goliath. Donc David qui affronte un géant Goliath. Mais dans la salle sous le BCJ, c'est une salle dont les dimensions sont faites pour des géants. Donc justement, on les retrouve. Il y a, et là c'est pas seulement des mythes, il y a un certain nombre de squelettes anormalement grands qui ont été découverts à des endroits très divers du monde. Même en France. Même en France, exactement. Donc voilà, donc on a eu une population de géants qui a côtoyé l'humanité normale, entre guillemets, enfin nos ancêtres. Mais à une certaine période, d'autres que nous ont vécu sur Terre. C'est toute la théorie des anciens cosmonautes, c'est-à-dire les Anunnaki, etc. Ça rejoint quand même. Il peut y avoir des corrélations, oui. Il peut y avoir des corrélations. Avec une origine extraterrestre des humains. Alors là, je ne me prononcerai pas. Sur ça, je ne me prononcerai pas du tout. Non, par rapport à l'origine extraterrestre des humains, je ne me prononcerai pas. A priori, il devrait y avoir une origine terrestre, mais peut-être avec des apports extérieurs ou des manipulations. Oui, manipulations génétiques, ce qu'on est encore en train de faire de nos jours. Oui. Alors, le voyage se termine donc par la cité mythique de Shambhala. L'auteur explique de façon scientifique et avec de nombreux arguments cohérents, entendu pour la première fois dans la littérature, l'existence de la Terre creuse et de son soleil intérieur. Non seulement la Terre est creuse, mais elle a un soleil intérieur. Oui, alors un soleil d'un type particulier. Un soleil d'un type un peu particulier, puisque le soleil, c'est un trou noir qui rayonne. Ah, c'est le contraire de... Voilà, et en fait, le trou noir, ça veut dire de la matière extrêmement dense, très concentrée, très très concentrée, qui fait que si on est attiré par cette matière de trou noir, ben on tombe dans le gouffre, dans le trou. Donc on a de la matière qui chute dans le trou noir. C'est un peu ce qui nous arrive. Mais le trou noir rayonne. Le trou noir rayonne. Oui, c'est un peu ce qui nous arrive quand on va s'endormir. Ouais, ça fait tout à fait penser à ça. Mais on ne sait pas finalement ce qu'il y a de l'autre côté. C'est peut-être bien de tomber dans le trou. Je ne sais pas. On ne sait pas. J'irai pas jusque-là. En général, on se réveille avant. Oui, je pense. Oui, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que le trou noir rayonne. Ce qui a été découvert au niveau scientifique, que les trous noirs rayonnent, ont un rayonnement. Stephen Hawking, qui est un scientifique qui est décédé maintenant, qui est connu, a travaillé sur ces questions et a émis le fait que les trous noirs avaient un rayonnement. Et là, on est dans un autre niveau déjà de vibration, et dans cet autre niveau, le trou noir rayonne
dans la lumière qui éclaire et réchauffe la cavité interne de la Terre. Donc c'est le trou noir qui réchauffe. Qui est leur soleil, mais qui est un soleil Mais il fait pas de lumière. Ici, il fait de la lumière, mais il fait pas la lumière éblouissante qu'on peut pas regarder direct du soleil du nôtre, quoi. Ça semble un peu compliqué à comprendre. Bon, ça semble un peu compliqué. On va essayer. On va essayer de comprendre qui est-ce qui a vu ce trou noir. Qui est-ce qui a vu ça? Est-ce que c'est des visions qui sont faites par ces fameux chamans? Alors justement, c'est soit ceux qui sont passés par le tunnel, la branche du tunnel qui va sur l'intérieur de la Terre. Combien de personnes sont passées par les tunnels? Je ne sais pas, parce qu'ils n'y passent même pas, eux, puisqu'ils passent au début vers ce tunnel, mais ils ne vont pas jusqu'à l'intérieur de la Terre. Ils vont juste à un endroit où on voit, on a une perspective. Mais c'est tout. Ils ne peuvent pas aller plus loin. Je ne sais pas s'ils ne peuvent pas aller plus loin. Tout ce que je sais, c'est que ce qui est décrit dans le livre, c'est que les deux trajets vers l'intérieur de la Terre profond, intérieur vraiment, si vous voulez, eh ben, ils les font avec des chamans, et ils les font par des portails, c'est-à-dire quasiment instantanément. Oui, c'est-à-dire qu'ils les font juste par l'esprit, ils ne les font pas avec le corps. Mais ils les font quand même avec le corps, semble-t-il. Ils les font quand même avec le corps. Le portail, je reviens sur le livre à paraître 12 jours. Là. Et ben, en fait, quand ils passent par un portail qui les mène au Tibet, voir la déesse bleue, ils passent bien en chair et en os. Et comment ils peuvent en être sûrs? Ils ont ramené le parchemin. Ah oui, donc il faut qu'un corps pour ramener de la matière, il faut de la matière. Ils l'ont ramené. Alors, je vous posais la question à vous, Daniel Hoffnung, si vous y croyez à tout ça. Parce que c'est vrai que quand on en parle comme ça, surtout pour ceux qui ne connaissent pas, ils doivent se dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça semble complètement fou et on se demande si c'est pas des fake news ou simplement reprendre le voyage au centre de la Terre de Jules Verne ou reprendre le truc des Anunnaki, faire une espèce de potion magique. Jules Verne est intéressant parce que Jules Verne a dû savoir un certain nombre de choses. Quand on lit Voyage à l'intérieur de la Terre, il est question à un moment, il évoque, Jules Verne, un soleil intérieur. Il a évoqué un endroit du livre. Oui, mais moi, je peux vous retourner la chose en vous disant que peut-être que l'auteur du livre Radu Sinamar a lu Jules Verne et puis qu'il évoque le soleil noir. Non. On ne sait pas. Ça peut être retourné, effectivement. Alors, qu'est-ce qui vous fait croire que pour vous, il y a... Après, il y a d'autres choses. Hein. Il y a les témoignages de l'amiral Byrd. C'est important, ça. C'est quelque chose qui date de juste... avant ou juste après la Deuxième Guerre mondiale, l'amiral Byrd, qui est un Américain, qui est un militaire, et qui avait des responsabilités donc, en tant qu'amiral, et qui a dirigé un certain nombre d'expéditions vers le pôle Nord et pôle Sud. Il était sur les deux, mais en particulier le pôle Sud, où en particulier une fois où il a fait une exploration avec un petit avion et où il s'est retrouvé à voir un emplacement où il y avait de la verdure au pôle Sud. Il est rentré, et ça, c'était après l'explosion des premières bombes nucléaires américaines. Et il a été reçu par un responsable de l'Intraterre qui lui expliquait qu'ils étaient un peu inquiets par ce que faisait l'humanité, et qu'il l'avait choisi parce que c'était quelqu'un de pur. Je pense que c'était quelqu'un de très sincère, l'amiral Byrd. Et en fait, il est reçu pour transmettre un message qu'il va transmettre, mais en fait, il aura une fin de non-recevoir, c'est-à-dire on va l'écouter et on va se moquer de lui. Oui, voilà, il ne se passera rien, quoi. Il ne se passera rien. C'est-à-dire, lui, ce qu'il est chargé de dire, c'est que les hommes, avec l'énergie atomique, sont en train de toucher des choses qu'on ne devrait pas toucher, hein, qui sont un danger, les bombes atomiques, et c'est évident. C'est évident. Et encore, c'était que les premières, hein, c'était des petits joujoux à côté des bombes de plusieurs dizaines de mégatonnes ou 50 mégatonnes qui ont sauté par la suite.
et que c'est des choses qui avaient des conséquences bien au-delà de notre planète, c'est-à-dire au niveau vibratoire, au niveau des autres de l'univers, ça avait des conséquences. Et ça, c'était quelle année, le monsieur Bird? Alors, je ne sais plus. Les années 50. C'est les débuts des années 50, oui. Il est toujours en vie? Non, il est parti. Oh non, il est parti. Non, il est parti et en fait, il a laissé un certain nombre de choses à son épouse et c'est elle qui a rendu public son compte-rendu de ce trajet, c'est-à-dire ce que je vous raconte. On reviendra sur le pôle Alors sud. après il a dirigé après-guerre, là, nettement après-guerre, une expédition, celle-là militaire, vers des bases au niveau du pôle sud. Mais ça, c'est une autre histoire. Oui, on peut-être 2-3 mots juste après. Vous êtes à l'écoute d'IDFM sur le 98 de la bande FM, IDFM Radio Anguin. Radio Anguin, la radio, on se sent bien. Nous finissons cette émission avec Daniel Hoffnung. Nous parlons des livres publiés aux éditions Atlante sur les découvertes au BUCJ. Il y en a 3. Il y a le mystère égyptien qui était le 2e, découverte au BUCJ à l'intérieur de la Terre, le 3e, un 4e qui va sortir dans très très peu de temps. Mais là, on était au pôle Sud, pas avec Coralie Clément, c'est en bas de mon cœur qui bat, mais avec Daniel Hoffnung, on était un peu au pôle Sud. Alors, vous avez trouvé les dates ou ce fameux... Oui, alors la rencontre de l'amiral Byrd, son voyage où il est mis en garde contre les essais nucléaires et leurs conséquences pour eux, c'est en 1947, donc, juste après les premières bombes, Hiroshima-Nagasaki. Ouais. Et puis après, il est retourné une deuxième fois, il retourne. 1956. Voilà. Et je crois que c'est un peu difficile d'aller voir ce qui se passe au pôle Sud. Hein. Il n'y a pas vraiment de voyage touristique. Il y a des voyages touristiques, mais il y a un certain nombre de choses au pôle Sud. Alors là, c'est pas dans les livres de Raducci Namar, c'est dans d'autres. On peut le trouver dans d'autres livres. Il y aurait des installations sous la glace importantes, parce que là aussi, sans être sous la terre, sous la glace, dans la mesure où il y a du volcanisme au niveau du pôle Sud, qui fait des zones chaudes qui sont à même de faire fondre la glace et de créer des grands espaces sous des milliers de mètres de glace. C'est-à-dire sous plusieurs kilomètres de glace, on peut avoir des grands espaces vides. Et là, à nouveau, des choses comme ce qui est décrit dans les bouquins de Raducci Namar, c'est-à-dire on peut avoir des villes, on peut avoir des installations importantes, mais là, ce ne sera pas forcément de manière importante de haut niveau vibratoire et des gens plus avancés que nous, mais ce sera plutôt peut-être des gens négatifs. Des gens négatifs de notre terre et qui veulent se servir, non, c'est ça, plutôt des... Voilà. Quand vous dites des gens négatifs, c'est quand même des humains. Oui, bien sûr. Oui. Des humains qui... Pas forcément que, mais des humains, principalement. D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait que vous vous êtes intéressé à tous ces livres? Au début, quand vous avez lu... Le premier livre que vous avez lu, c'était lequel? C'est... Voyage au BUCJ? Oui, enfin, j'ai lu en anglais, puisque à l'époque, Oui. c'était pas publié en français. Voyage au BUCJ? Oui, c'est ça, c'est celui-là que j'ai lu d'abord. Et tout de suite, vous êtes rentré dedans? Oui, je suis rentré dedans vite, oui, très vite. Oui. Pourquoi? Parce que quelque part... Ça m'a parlé. Et qu'est-ce qui vous a parlé le plus? C'est que ça semble complètement, vous qui êtes scientifique, oui, plausible qu'on fasse des choses en dessous? C'était la cavité souterraine, en fait, et c'était les 3 tunnels. Oui, ça m'a parlé parce que j'ai toujours pensé qu'il y avait d'autres... enfin, toujours, non, on va dire de plus en plus pensé qu'il y avait d'autres manières de toucher la réalité. C'est-à-dire qu'il y avait la réalité scientifique qu'on connaissait, mais qu'il y avait sans doute d'autres conceptions, en particulier, moi je pense aux traditions d'Extrême-Orient, j'ai fait moi-même du yoga, j'en fais toujours. Je pense que là, ça nous ouvre sur une autre manière d'aborder les choses.
d'aborder la constitution de l'être, d'aborder les rapports entre l'esprit, le corps. Et le temps. Le temps, oui, tout ça joue. Et en fait, on peut s'ouvrir à une autre manière d'aborder la réalité actuelle. Et il y a en particulier avec la physique quantique, il y a des physiciens qui ont travaillé sur ces questions-là. Le rapport entre physique quantique et conscience, c'est des choses qui sont abordées par certains scientifiques. Donc je crois que c'est un champ qui nous est ouvert et peut-être l'évolution du monde actuel va permettre peut-être que ces champs-là deviennent moins marginaux et que on avance dans ces domaines. Alors la raison de ces tunnels, ça serait quoi ? La raison des tunnels, c'est des legs que nous ont fait une civilisation donc, de géants qui est venue il y a à peu près 40 000 ans. À peu près la même époque que les pyramides de Bosnie. Ça se recoupe tout ça. Et toute cette installation un peu dont on ne peut pas se servir vraiment, qui est décrit dans le premier livre, Découverte au BCJ, toutes ces installations qui sont pratiquement, qui représentent quand même des choses qu'on peut comprendre maintenant avec l'informatique et les, comment dire, les écrans, les choses comme ça, c'est quand même bien représenté comme ça, c'est-à-dire une espèce de médecine du futur. Alors depuis que ça a été découvert, des équipes de scientifiques se sont relayées dedans pour décrypter tout ça. En fait, tout ça a été analysé depuis les années où c'est connu. 2002 ouais, on va dire plutôt 4. D'accord. Ouais, 2000. Les premiers livres sont plutôt 2000. Ils disent qu'ils ont découvert en 2002, je l'ai dit tout à l'heure. 2002, donc ça va être 2003. Ça va être 2003, oui. Et alors, ces nouvelles façons de soigner les gens, là, est-ce que ça viendrait pas de ce qu'ils ont trouvé ? Alors oui, mais parce que ça ressemble beaucoup. Je veux dire, on a maintenant un certain nombre de choses qui se développent au niveau de nouvelles méthodes de traitement qui vont beaucoup plus faire intervenir la conscience. Il y a des systèmes de médecine quantique, il y a des choses comme ça qui existent actuellement et qui se développent. Et je pense que la conscience peut énormément guérir de choses. Moi-même, c'est des choses que j'ai pratiquées et ça marche. À condition d'avoir encore une conscience. L'esprit, on va dire. La pensée, l'esprit. Oui, mais je veux dire, l'esprit, la conscience, c'est quelqu'un qui perd un peu son esprit, ça va être difficile d'avoir conscience. Oui. D'où l'intérêt de garder un esprit vif et de travailler sur son esprit, de le faire travailler, etc. Je veux dire, des gens qui sont en train de perdre la tête. Oui, est-ce il y a des gens qui perdent les pédales, oui, bien sûr, mais bon, je crois qu'il y a une ouverture actuellement. On parle beaucoup plus de ces choses-là qu'il y a 10, 20 ans, et je crois qu'il y a une opportunité là pour nous tous d'aller vers un monde où on aura beaucoup plus l'usage d'une autre manière d'aborder les choses avec une place plus grande à l'esprit, à la conscience. À la méditation, comme à la méditation, par exemple, oui, bien sûr. Comme cette civilisation qui a complètement disparu. Voilà, c'est ça. Ben voilà. Et c'est peut-être des choses qu'on peut retrouver. Oui, mais est-ce que quelque part, on nous met pas tous plus ou moins en méditation, en présence, en conscience, etc., de manière à ce que les gens, finalement, ils se calment. C'est-à-dire, c'est une façon aussi de faire que les gens réagissent plus. Parce que pendant qu'on médite, on râle pas. Mais c'est utilisé par certains, mais bon, ça ne veut pas dire que l'éveil actuel, il passe aussi par refuser un monde qui devient absurde.
Bon, ça me rassure. Voilà, ben oui, ben bien sûr. Ça me rassure parce que à un moment, je me suis demandé Non, si non, on n'était pas tous certainement en pas. train de vous dire allez pratiquer le Certainement yoga, pas. Certainement, méditez, soyez dans certainement la pas. pleine conscience. Et surtout, coupez-vous de ce qui se La, passe. la conscience ne veut pas dire accepter qu'une toute petite minorité dirige le monde vers une catastrophe. C'est ce qui se passe actuellement. Il faut espérer que les infraterriens, comme on peut les appeler, Les les intraterriens, intraterriens, oui. trouvent des solutions. Oh, c'est à nous de les trouver. C'est à nous de les trouver. C'est à nous de les trouver. Mais bon, s'il y a des Alors grands trous sur Terre... peut-être ils peuvent nous donner des petits coups de pouce à certains moments, mais c'est à nous de les trouver complètement. Que nous. Que nous. Et puis bon, il y a quand même de la place en dessous pour aller se cacher si ça va mal. Ça, c'est autre chose. Il faudrait encore qu'on soit même d'y rentrer. Ouais. C'est-à-dire que le troisième livre, là, à l'intérieur de la Terre, le troisième publié en France, il décrit au début comment seulement avec la salle hémisphérique où il y avait des soldats qui rentraient, où il y avait des services de sécurité, où il y avait des gens de services divers qui sont rentrés là-dedans, comment en fait c'était tellement perturbant avec ce niveau vibratoire plus élevé qu'un certain nombre de gens avaient des troubles, étaient quasiment malades à cause du fait d'avoir pénétré là-dedans. C'est-à-dire ce n'est pas quelque chose où on va comme ça, comme on rentrerait visiter un monument. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire c'est un lieu qui est sous terre. Qui est sous terre, bien sûr, mais qui a un autre niveau vibratoire qui est différent. On n'est pas dans la même ambiance. Pas dans la même longueur d'onde. On n'est pas dans la même. Oui, c'est ça. On n'est pas dans la même longueur d'onde. Je suis sûre que les radios anguins passent pas sous terre. Sûrement pas. Oui. Mais oui, mais de toute façon, nous, quand on descend, je sais pas, quand on a été visiter des grottes ou des choses comme ça, on se sentait quand même pas si bien que ça. D'abord d'avoir ça sur la tête. En plus, c'est un peu humide. Oui. Le bruit, c'est pas le même. C'est pas notre monde. Sans doute, mais il existe aussi. S'il existe, c'est bien pour lui. Voilà. Mais c'est pas tout à fait. Alors peut-être un jour, quand même, puisque c'est ce qu'on nous a laissé entendre, ils se révéleront à nous. C'est-à-dire, nous saurons. Ces livres, la publication de ces livres, ça fait partie. C'est indiqué en particulier dans la préface de Raduchinamar au livre À l'intérieur de la Terre, que je vous conseille, donc, à tout point de vue. On peut commencer par le troisième ? On peut commencer par le troisième si on veut, mais le premier est intéressant à lire, et le deuxième aussi. Hein. Tous sont intéressants d'une autre manière. Et là, il parle aussi du fait que ce qui est publié là correspond à des choses qui ont été autorisées, mais qui sont quand même de la révélation. C'est-à-dire on révèle des choses qui étaient cachées, qui étaient volontairement cachées, pour que le commun des humains n'y ait pas accès. Hein. Mais ces savoirs cachés, on les révèle petit à petit. Et ça, c'est ce qui a été autorisé à être révélé. L'intérieur de la Terre, c'est un niveau supérieur, puisqu'on va beaucoup plus loin que les livres publiés avant. Et je dirais que le 7e livre publié donc, il y a quelques jours en Roumanie est peut-être la fin de la série, en fait. Hein. C'est peut-être la fin de la série, parce qu'on aura abordé les 3 tunnels. On aura abordé d'abord le lieu. Il y a un livre sur 2 qui est consacré au Buseji ou au tunnel. Hein. Donc le premier, le 3e en Roumanie, qui est le tunnel vers l'Égypte, le 5e en Roumanie, qui est l'intérieur de la Terre, et le 7e en Roumanie, qui est le livre, le dernier tunnel qui va vers le Tibet et vers l'Irak. Et non, Shambhala, c'est dans l'intérieur de la Terre, c'est dans le 2e tunnel. Ah, c'est drôle parce que Shambhala, on le mettait quelquefois au Tibet aussi. Non, là, il est donné clairement dans la vraie Terre intérieure, c'est-à-dire ce qui est la partie qui est concave, hein, c'est-à-dire un intérieur de boule. Mais ce ne sont pas les livres aussi qui vantent la théorie de la Terre creuse. Il y a eu d'autres livres décrits là-dessus. Ça peut avoir,
Parce que Ça a là, un lien, mais c'est pas les livres ça qui n'a parlent peu de à ça. voir, puisque là, ils décrivent des niveaux vibratoires successifs. Et en fait, on n'est pas dans la même réalité. C'est-à-dire, si il propose une expérience de pensée un petit peu, si on voulait descendre à l'intérieur de la Terre par En un méditant. tunnel ou un véhicule qui irait, et bien à un certain moment, on pourrait plus rien voir, ou on tomberait dans les pommes parce que le niveau vibratoire ne conviendrait plus. On serait On serait un peu asphyxié aussi, quelque part. Hein. peut-être pas. Voilà. Voilà, donc, écoutez, je vous remercie, Daniel Hoff. Donc, vous êtes le préfacier de tous ces livres-là. Et du suivant, et du suivant et à du paraître. suivant qui va arriver, qui s'appelle 12 jours, initiation à la terre sacrée des dieux. Je ne sais pas que le titre français, sais pas l'éditeur ne me l'a pas encore dit, mais je peux vous dire que j'ai pris beaucoup d'intérêt à le préfacer. Chez Atlante, et puis un encore qui n'est pas sorti parce qu'il est encore en anglais. On verra. Oui, on verra. Je vais les lire en anglais, puisque je ne crois pas qu'on les aura très très vite encore. Et celui que vous préférez, c'est lequel ? Oh là là. Le mystère égyptien m'a beaucoup plu, hein, par certains aspects. J'en ai pas parlé, mais tout l'aspect découverte sur une vingtaine de pages de morceaux de la vie de Jésus-Christ est quelque chose d'absolument remarquable dans ce livre-là. C'est étonnant de le trouver en Égypte quand même. Oui, mais bon, c'est notre passé, c'est le passé de l'humanité. Bon. C'est un aspect du passé de l'humanité. J'espère qu'on se retrouvera dans quelques temps. La dernière fois, c'était en 2016. Là, on est en 2020. Peut-être pour la sortie du livre suivant. Oui. Et dans ce cas-là, ce sera dans pas très longtemps, j'espère. J'espère aussi. Et donc, édition Atlante. Voilà. Vous Alors, elles sont à la fois commandables sur le site des éditions Atlante. Hein, vous pouvez trouver les livres, oui. Mais vous pouvez aussi les acheter à la FNAC. C'est possible. Chez l'éditeur. Voilà. Mais acheter chez l'éditeur, c'est mieux. C'est mieux. Et puis, non, vous verrez, il y a marqué OVNI. Vous tapez sur OVNI. Vous les aurez tous. Alors, bien que ce soit plus vraiment OVNI, on va dire. Non, là, il n'y a pas... Il y a un peu de dérive par rapport aux OVNI. Voilà. Quoique, qui est-ce qui est venu faire ces choses-là ? C'est pas arrivé tout seul. Voilà. Merci beaucoup, Daniel Hoff. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci.